5, 4, 3, 2. Bonjour à toutes et à tous, c'est Laurent-Frédéric Bollet et c'est surtout l'Afterlap avec un nouvel épisode aujourd'hui pour le podcast du sport auto. L'Afterlap, je vous le rappelle, est écoutable sur son site bien sûr, www.afterlap.com, mais également sur toutes les plateformes usuelles de podcasting. Et nous avons même la chaîne YouTube, l'Afterlap, avec pas mal de déclinaisons vidéo. Mais aujourd'hui, je vous le dis, on sera en audio seulement, dans le plus pur esprit d'un podcast. Et notre invité est Ben Bourder, membre éminent du management sportif de la marque Aston Martin. Hello Ben. Salut Laurent-Frédéric, bonjour à tous. Alors en mode audio, parce que éloignement entre nous, puisque tu es en Angleterre et évidemment je suis basé en France, c'est toujours une période un petit peu compliquée avec ce que nous traversons. Et d'ailleurs, je vais commencer directement en te demandant des nouvelles de ta santé, de ta vie en Angleterre, du confinement là-bas. Je ne sais même pas comment on peut qualifier votre situation en Angleterre. Tu peux nous en parler un petit peu d'ailleurs, oui ? Oui, alors moi tout va très bien de mon côté. C'est un peu étrange je n'ai pas voyagé depuis, je pense, Saint-Pétersbourg qui était le 15 mars. Donc ça fait un peu plus de 2 mois que j'ai pas voyagé. Ce qui est un peu étrange parce que je pense que j'ai jamais été à la maison plus de 3 semaines d'un coup, donc ça fait un peu bizarre. La situation est bonne. Alors nous, effectivement, nous sommes confinés, mais les règles étaient moins strictes qu'on a pu les voir en France. Donc on a toujours eu la possibilité de sortir pour aller faire ses courses, pour aller faire un peu d'exercice, sans avoir le besoin de se justifier, d'avoir des certificats comme on a pu le voir en France. Oui, d'accord. Un peu comme partout, la vie continue de manière un peu étrange avec des villes un peu fantômes. Moi, j'habite à Cambridge, qui est d'habitude assez vivante et pleine. Et là, ça fait vraiment bizarre de voir des rues vides, beaucoup moins de monde. Mais la vie continue. Je garde un œil sur les cas. Les cas ont l'air de diminuer. Donc, on croise les doigts en espérant que tout ça s'améliore. Le gouvernement britannique table sur une reprise des écoles le 1er juin, ce qui devrait accélérer le déconfinement qui a déjà été un peu relaxé la semaine dernière. Donc, écoute, on verra bien. On est un peu en attente, je pense, comme tout le monde. Tu es en télétravail ou tu peux aller quand même à l'usine ou dans les locaux d'Aston Martin ? Non, moi je suis en télétravail, donc l'usine est assez loin. L'usine est à côté, est à Banbury, donc pas très loin de Silverstone, donc il y a 1h30, 1h15. Donc moi je suis en télétravail. J'ai pris toutes mes vacances parce que quand ça recommencera, oui. il faudra être actif. Donc j'ai déjà prévenu ma femme et mes filles qu'il n'y aura pas de vacances pour moi cette année. Il va falloir que je travaille. Oui. Mais bon, c'est comme ça, on fait avec ce qu'on a. Dans cet épisode, on va parler ensemble de tes activités vraiment au sein de la branche sportive d'Aston Martin, puisque tu es officiellement responsable des ventes Aston Martin courses, et à ce titre, évidemment, tu supervises pas mal d'activités de courses, et tu as en plus un rôle actif par rapport à une équipe qui s'appelle le D-Station Racing, et on t'a vu l'an dernier aux premières loges en Asian Le Mans Series, en Super GT aussi, donc tu penses bien que ça m'intéresse tout ça, d'avoir un petit peu ton regard sur ces deux championnats et sur l'endurance en général, bien évidemment, avec une année un peu spéciale puisqu'on est tous en attente de la décision des 24 heures du Mans 2020. Au passage d'ailleurs, Ben, on est au moment où on se parle, pour toi, oui, les 24 heures du Mans 2020 auront lieu. Tu éventuellement, tu considères la situation un peu plus dramatiquement, ou quel est ton point de vue là-dessus ? Tu sais, je suis comme tout le monde, je suis les informations et les experts, sachant que les experts sont pas forcément d'accord les uns avec les autres. Moi, je vois la partie business dans le fait que le Mans n'est pas une course unique, elle fait partie d'un championnat. Il y a quand même des engagements qui étaient pris. C'est très compliqué de dire à des gens qui se sont engagés à très grands frais sur le WEC, désolé les gars, plus de Le Mans. Ça me paraît très compliqué. D'autre part, je pense malgré tout qu'il y aurait une volonté politique que ça se passe, parce que c'est
vital est peut-être un grand mot, mais c'est un événement très important pour la région. Et très important pour tout le monde. Les gens se posent la question pourquoi on n'annule pas tout. Beaucoup de gens vont perdre leur travail si on le fait. Les sources de revenus s'assèchent, c'est très important à la fois pour le sport auto et puis toute la communauté autour. Donc moi, d'après ce que je vois, ce que j'entends, ça se passera. Est-ce que ça peut être à nouveau décalé? Peut-être. Ensuite, le problème de tout décaler, c'est que on arrive à un moment où c'est plus viable. Donc il y a un moment où il faut y aller ou il ne faut pas y aller. Mais de ce que je vois, on est toujours bon, on l'espère et on compte dessus. Alors Ben, on peut peut-être aussi révéler à nos auditeurs qu'on se connaît depuis, je dirais, une bonne quinzaine d'années. On s'est bien vu au début des années 2000 dans le cadre d'une opération organisée par Motors TV qui consistait à chercher une sorte de pilote pour un volant. Et c'est donc bien là que j'ai fait ta connaissance, hein, je me trompe pas. Oui, absolument. Moi, je viens d'une famille qui ne connaît rien dans le sport auto et j'ai toujours voulu y travailler. Ça a l'avantage que j'ai une famille qui m'a poussé à faire ce que j'aimais, qui m'ont conseillé de faire ce que j'aimais. Et j'ai poussé le bouchon loin, on va dire, là-dessus. Et effectivement, en 2005, si je ne me trompe pas, Motors TV a lancé cette émission, Motors TV Racing Team, pardon, c'est ça. Où il cherchait non seulement un pilote, mais aussi du staff, mécano, etc., pour les 24 heures du Nürburgring. Et c'est effectivement là qu'on s'est rencontrés, mais je dois dire que moi, c'était ce qui m'a permis de rentrer dans le sport auto de manière un peu plus officielle. Alors pendant quelques années à titre bénévole et 2 ans plus tard, c'est-à-dire en 2007, où là, ça a été mon premier travail payé sport auto chez SRO. Moi-même, qui étais rédacteur en chef de Motors TV, il faut que je fouille un petit peu dans mes souvenirs. Donc on avait organisé une sorte d'émission avec une sorte de casting pour voir. Et on faisait passer des entretiens un peu en mode télé-réalité pour trouver les bons candidats. Donc moi, je me souviens parfaitement de toi, de ta personnalité, de ton parcours, de ta façon de t'exprimer. Mais on t'avait choisi finalement ou t'avais été retenu? Là, par contre, je sais même plus. Alors, en fait, il y a eu 2 séries. Donc, il y a eu Motors TV, la première série, où dès le début, de toute façon, il était clair que je ne pouvais pas gagner en tant que pilote. Mais pour moi, ce n'était pas vraiment le but. Moi, c'était de faire du sport auto. Si c'était comme lustreur de carreaux, c'est ce que j'aurais fait. Je n'ai pas de problème là-dessus. Et donc, j'avais été sélectionné effectivement comme mécano. Et on avait été aux 24 heures du Nürburgring, je pense, 2005. Bon. Et l'avantage, c'est que je parle anglais et allemand technique et assez couramment. Et en fait, j'avais un peu aidé, donné un coup de main à l'équipe sur place, notamment pour des problèmes de communication. Mais c'était une très très belle expérience. Et ensuite, il y a eu une deuxième série Motors TV où j'étais retourné, j'avais un peu plus roulé. Et là, je n'ai pas été retenu. Et je suis parti évidemment déçu, mais peu importe. L'occasion qui m'a été donnée était extraordinaire. En disant que si je pouvais pas rentrer par la porte, j'entrerais par la fenêtre. C'est un peu ce qui s'est passé. J'ai jamais laissé tomber, on a continué. Cette opération m'a permis de rencontrer Mathieu Zangarelli, qui était pilote à l'époque en championnat de France GT, qui était présentateur, qui est un très bon copain encore aujourd'hui. J'étais son témoin à son mariage l'an dernier. Et ça m'a permis de commencer à travailler. Alors certes, c'était bénévole, mais en rencontre Peugeot. Mais je pense que pour les auditeurs qui n'ont pas l'habitude du sport auto, il faut rentrer dans le sport auto, peu importe le rôle, ça n'a aucune importance. Il faut s'imprégner de tout ça, il faut de l'expérience. Et le fait de travailler en compte Peugeot, j'ai été mécano pendant 1 an, ensuite chef de stand, ça m'a permis de m'imbiber, de comprendre, d'apprendre. Et c'est ça qui m'a transformé en tout cas professionnel, c'est un grand mot, mais en quelqu'un qui a les connaissances et qui m'a permis d'y travailler en tant qu'employé et d'être rémunéré. Ce qui n'était pas le cas au début. Si on m'avait dit que 15 ans plus tard, on discuterait de nouveau ensemble et que toi, tu serais à un poste de haut management quand même, c'est ce qui m'apparaît chez Aston Martin, honnêtement, je l'aurais jamais cru. Là, vraiment, je suis épaté, Ben. Quel a été ton parcours alors pour arriver jusqu'à ce poste quand même assez incroyable et impressionnant? J'ai une force de caractère qui est de jamais abandonner. Ça, si j'ai bien un conseil à donner, c'est
faut jamais abandonner, parce que il y aura des bons moments, il y en aura beaucoup des mauvais. C'est un peu le principe du sport auto, hein, et qu'il faut jamais s'arrêter. Je pense qu'il faut avoir un mélange d'optimisme, de vision et puis d'humilité. Il faut aussi savoir se taire, écouter et puis progresser. Parce que si on est un peu honnête intellectuellement, on peut toujours faire mieux. Donc moi, très, très brièvement, en fait, après le Motorsport Racing Team, comme je te le disais, j'ai travaillé de manière bénévole pendant 3 ans dans une équipe en rencontre Peugeot. Mais tout ça, à nouveau, m'a permis de m'imbiber, de comprendre, d'apprendre le sport auto et m'a donné mon premier travail qui était chez SRO, où je m'occupais de la promotion du FIA GT à l'époque. C'était à l'époque du FIA GT1, GT2, le tout début du GT3 qui avait à peine 1 an mais qui fonctionnait extrêmement bien déjà, et le GT4, on l'oublie pas, qui a commencé aussi à cette époque avec les 350Z, des Camaro, etc. Oui, tout à fait. Et phénomène assez drôle, le GT4 qui est resté, je dirais, un peu une petite catégorie pendant très longtemps, et maintenant qui explose, c'est assez incroyable, où je suis resté pendant 1 an et demi. J'ai toujours une très bonne relation avec eux, c'est des amis que je vois maintenant évidemment régulièrement, mais j'avais fait mes études au Royaume-Uni et j'avais toujours envie de repartir, et pour moi le Royaume-Uni et l'Angleterre étaient un peu la terre sainte, hein, pour le sport auto. Il y a pas que là, mais c'est quand même là où il y a beaucoup de constructeurs, toutes les équipes de F1. Enfin, il y a vraiment comment dirais-je, une tradition de sport auto au Royaume-Uni qui est assez extraordinaire, même très bas niveau. Très souvent, le week-end, on se balade, on voit des gens avec des petites voitures, des Peugeot bricolés, etc. Mais il y a vraiment cette tradition au Royaume-Uni. Et là, j'ai eu une possibilité de travailler pour Lola. C'était c'était un peu où je voulais travailler dans les ventes, où je suis d'abord devenu responsable des ventes. Ensuite, j'ai eu un titre de directeur, mais pendant presque 4 ans, j'ai été chez Lola. Oui, je t'ai vu au Mans d'ailleurs à ce titre-là, j'en suis sûr. Là, je me souviens. Absolument. Et c'était plutôt un beau succès, parce que on était je pense, alors faudra peut-être, mais en 2009, je pense que Lola était le constructeur le plus représenté à la fois en européenne, le Mans Series, et au Mans, si j'ai bon souvenir. Donc on a plutôt eu un succès, un beau succès, jusqu'au moment où les choses ont pris un mauvais tour et j'ai démissionné. Donc voilà, et 6 mois plus tard, Lola a fait faillite, ce qui est bien dommage. Mais ça a été presque 4 ans, des belles années. Quelques mois plus tard, j'ai eu un coup de fil et de l'opportunité de travailler pour Lamborghini. C'était la fin de la période Gallardo, ce qui était intéressant pour s'imbiber du G-T. On a travaillé, c'était le tout début de Squadra Corse, le département compétition de Lamborghini. Pour moi, à titre personnel, je suis resté 1 an, mais une période pas facile, et ce n'est pas du tout une critique Lamborghini, mais juste parce que je vivais au Royaume-Uni et que j'allais en Italie toutes les semaines. Donc ça faisait beaucoup de voyages, et ma femme est tombée enceinte. Donc je suis revenu, entre guillemets. J'ai travaillé un peu dans le civil. Je pensais que le sport auto serait terminé pour moi. Je pensais pas y retourner. Pas que je ne voulais pas, mais je pensais que l'occasion ne se représenterait pas. J'ai toujours continué à pousser, à gratter. Donc j'ai travaillé dans le civil, dans le développement de voitures de route, pour une boîte qui s'appelle Envisage, qui a fait tout un tas de concepts, qui a fait le développement de la Land Rover Evoque cabriolet, tout un tas de projets comme ça, la voiture David Brown, qui était extrêmement intéressant. J'étais pas spécialement performant, pas spécialement heureux. Je dois dire que ça m'a beaucoup manqué le sport auto. Et du coup, je suis parti, et pendant quelques mois après ça, j'ai restauré des Mini, parce que ça, c'est quelque chose que je fais depuis maintenant 20 ans. J'ai commencé comme étudiant, où je me suis nourri en restaurant des voitures de collection. C'était une grande partie de ma vie. Finalement, à force d'essayer, après beaucoup d'échecs, mais c'est le jeu, de gens qui m'ont dit non, et après avoir pas mal harcelé Aston Martin, finalement ils m'ont dit oui. Donc j'ai commencé chez Aston Martin, maintenant il y a un peu plus de 2 ans et demi, avec une période je dirais un peu moins d'1 an, mais 9 mois vraiment de préparation, parce qu'on a eu toute la nouvelle génération de voitures qui est arrivée sur le marché, hein.
C'est d'un coup une gamme complète sur la base de la nouvelle Vantage, GTE, GT3, GT4, et ensuite les choses ont vraiment commencé de manière sérieuse il y a 1 an et demi quand on a ouvert les carnets, un peu plus 2 ans maintenant quand on a ouvert les carnets de commandes. Donc voilà, et puis l'an dernier, je suis pas mécontent, mais un beau record, après avoir le record chez Lola, d'être le constructeur le plus représenté de la grille, j'ai maintenant le record du plus gros nombre de ventes par an chez Aston Martin Racing de toute l'histoire d'Aston Martin Racing. Oh, mais félicitations. Merci. Alors attention, alors on a vendu 73 voitures, on est très contents. C'est des très très bonnes voitures. C'est le fruit d'une équipe, hein. Je suis pas seul, ça faut jamais l'oublier. J'ai des gens très compétents autour de moi. J'apporte ma pierre à l'édifice, mais c'est un travail d'équipe, ça faut jamais l'oublier. En sport auto, qu'il n'y a pas de star individuelle, c'est par équipe. Et donc j'ai l'honneur de parler au sales manager d'Aston Martin par rapport aux ventes donc de cette grande marque au niveau course. Non, c'est carrément impressionnant. Au passage, oui, Aston Martin, on entend quand même un petit peu des bruits. On sait que Lawrence Stroll est un nouvel investisseur et un personnage clé de la marque. Économiquement parlant, ça va Aston Martin alors? Il y a deux parties. Il y a la partie Aston Martin route, évidemment, ce qu'on appelle AML, Aston Martin Lagonda, qui était mal en point. Ils ont poussé pour grandir de manière très rapide. Ça vient un coup, c'était douloureux, mais là il y a eu une injection de finances bien, comment dirais-je, méritée et bienvenue. Et bienvenue, exactement. Il y a eu de très très gros investissements, notamment sur DBX, qui est le SUV, avec la création d'une nouvelle usine et de ça. Donc tout ça a demandé beaucoup d'investissement. Cet investissement est là et on va pouvoir repartir bien quand tout ça réouvrira. Donc ça, c'est pour la partie voiture. Je peux pas en dire plus que ça, pas que je le cache, mais parce que j'en sais pas plus que ça. Moi, je suis vraiment concentré sur la compétition. Côté compétition, je dois dire qu'on est plutôt bien armé. On a des contrats clients qui sont solides, on a des clients extrêmement fidèles et extrêmement solides, mais surtout, quand on regarde une échelle constructeur, Aston Martin Racing, c'est assez petit. Alors pour donner un ordre d'exemple, nous, sur la dernière génération de GT3, si on compare avec la dernière génération de, par exemple, Mercedes ou Audi, eux font plus de 100 voitures, 120 voitures, hein, grosso modo. Ça, c'est les chiffres officiels de la FIA. Quand nous, on en a fait 46. Donc, tu vois, et ça, Audi et Mercedes le font sur 3 ans. Nous, on l'a fait sur 6 ans avec l'ancienne génération de voitures. À nouveau, quand sur 7 ans, je me trompe peut-être, de GT4, on a fait 120 GT4. Sur 3 ans, Porsche a fait plus de 400 km. C'est pas du tout une critique, c'est des volumes et des manières de travailler qui sont très différentes. Et là, je dois dire que finalement, notre petite taille nous aide plutôt parce que on n'a pas besoin d'énormément de revenus pour vivre et vivre correctement. Il suffit, hors pandémie, il suffit de regarder à ce qu'était Aston Martin Racing il n'y a que 2 ans, 3 ans, là, ça s'est beaucoup transformé avec la nouvelle voiture, mais on avait peut-être une demi-douzaine ou une dizaine de GT3 à travers le monde, et peut-être actives, je parle, et peut-être une vingtaine de GT4 actives. Et encore, je ne suis même pas sûr que ça ait été autant que ça. Donc, c'est là l'avantage d'avoir une petite équipe. Il faut savoir aussi qu'il y a 10 ans, la crise a été extrêmement dure pour Aston Martin Racing, le préparateur ProDrive. C'est des survivants, c'est des battants. Donc, ils ont plutôt l'habitude de tout ça. On a l'habitude de tout ça. Et surtout, notre petite taille fait qu'on est vraiment agile. On peut fermer les écoutilles et qu'on n'a pas besoin de beaucoup pour survivre. Donc, on verra. Maintenant, toute la pandémie, je dois dire, nous met face à un tout nouveau challenge. Chacun va faire ses paris. Je pense que les constructeurs, pas forcément qui réagiront le mieux parce que c'est impossible à dire, mais qui réagiront vite, s'en sortiront mieux. Et là, on est plutôt bien armé. On a un management qui est flexible, qui va vite. Donc, c'est-à-dire que si on part dans une mauvaise direction, c'est pas grave, on change, on s'adapte, mais il faut réagir vite. Et quand on a un paquebot, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, je pense qu'il faudra être très agile. On
on est déjà en train d'y travailler et puis voir ce qui arrive. Bon, mais alors Ben, évidemment, là, en GTE Pro, puisque c'est un peu évidemment la tête de pont de votre programme sportif, et notamment au Mans, bien sûr. Bon, bah, les mauvaises nouvelles se sont accumulées ces dernières semaines. Je profite de ta présence pour t'interroger là-dessus. Porsche, donc, qui enlève 2 voitures. Corvette, qui annonce qu'ils ne viendront pas. Donc, le GTE Pro est quand même un petit peu décapité. Quelle est ta réaction? Et 2, est-ce que ça pourrait aussi vous arriver? Pas du tout. Nous, les budgets sont engagés sur le WEC. Alors, il faut bien différencier les voitures WEC qui, là, sont engagées. Est-ce qu'on aura de la perte? Peut-être, mais je ne parle pas d'Aston Martin. Hein, de manière générale, c'est pas impossible. Mais de manière générale, tous les budgets ont été signés et la plupart des paiements maintenant ont été faits. Hein, donc, c'est lancé. Je pense que ce sera beaucoup plus douloureux pour 2021. Pas forcément pour nous. À nouveau, on est assez petits. On n'a que 2 voitures pro. Les budgets sont signés, sont engagés. Donc, en tout cas, sur 2020, il y a à part séisme, j'ai pas vraiment de doute. Je suis pas franchement étonné non plus du retrait des Corvettes et des Porsche, parce que je dois dire, je dois les défendre. Je vois sur les réseaux sociaux les gens qui critiquent. C'est extrêmement compliqué. C'est très très complexe de faire venir un staff d'une 50aine de personnes. C'est des très gros budgets, c'est plusieurs millions. À mon avis, sur 2 voitures comme ça, c'est peut-être des budgets de 2, 3, 4 millions. Je ne sais pas exactement combien ils dépensent pour faire venir le staff. C'est extrêmement compliqué. Donc moi, ça, je les critiquerai jamais. Pour Corvette, je pense aussi que ça tombe un peu mal pour eux, avec la nouvelle voiture. Quand les choses sont faciles, on dit bon, allez, on y va, on prend le risque, on va au Mans, on a 2 voitures. Là, quand on rajoute des moins, ça commence à être compliqué. Hein. Le management de toute compagnie regarde en disant bon, les côtés positifs c'est quoi? C'est ça, et les côtés négatifs c'est ça. Quand on a un gros paquet de moins sur le côté des négatifs, on n'y va pas. C'est dommage. Au niveau des pros, je pense que ça s'arrêtera là au niveau de l'hémorragie. Je me trompe peut-être. Hein. Je fais très attention à mes instincts, mais je pense. On verra peut-être. Alors, je connais moins en LMP1 et LMP2. Je me suis un peu je suis un peu séparé de ça il y a quelques années. Mais en GTE Pro, je pense que ça restera là. Bon, le futur le dira. Je continue sur le GTE Pro quand même, Ben. Alors ces dernières années, moi j'ai commenté globalement toutes les courses WEC depuis le début que le WEC est vraiment né, là en 2012. Chez Aston Martin, on a toujours un peu le sentiment, c'est très étonnant. Écoute, on a le sentiment que les 2 marques piliers, ça a quand même été toujours, et c'est toujours Porsche et Ferrari. Avec BMW qui est arrivé, et puis qui est déjà reparti, Ford, GT ces dernières années, qui a marqué quand même un petit peu de son empreinte, et vous qui êtes toujours là, bon, il y a ce que j'appellerais peut-être un peu plus les outsiders, mais tu vas me dire si, dans quelques instants si je suis un peu sévère en disant ça. Et puis alors, une fois qu'on a posé ce constat, on a le sentiment avec vous que soit vous dominez complètement le week-end et vous êtes imbattable, et puis c'est même arrivé au Mans, et tant mieux pour vous, j'imagine que vous en êtes très fiers, soit c'est un peu galère. Alors, est-ce que ça te semble un peu vrai quand même ce que je dis? Là, c'est le commentateur qui parle. Hein. Oui et non. Vas-y. Alors, déjà, je pense qu'on fait vraiment, je dis ça avec humilité, hein, vraiment partie du Mans. Aston Martin a été tous les ans au Mans, depuis 2005, si je ne me trompe pas, ça tu sauras ça mieux que moi, hein, depuis la DBR9, non-stop. Il n'y a pas une année où il n'était pas là. C'est vrai. Donc ça, faut pas l'oublier. Donc c'est vrai qu'on parle de Porsche, on parle de BMW, hein, qui sont des concurrents que je respecte énormément, mais ils viennent et ils partent. Nous, avec nos qualités et nos défauts, on n'est jamais parti. Ça fait 15 ans qu'on est là avec des modèles différents, allant de GT1, ensuite à la LMP1, en revenant au GT2, GTE. Voilà. L'autre chose aussi, c'est que si on est plus petit, challenger, appelle-le comme tu veux, oui, mais moi j'accepte cette catégorisation-là. On a des budgets qui sont infiniment moindres de ce que sont tous les budgets des autres constructeurs. Mais c'est aussi ça qui fait la beauté de la chose, hein, quand on gagne sur une voiture âgée, avec des budgets extrêmement limités, Le Mans en 2017, ça fait 2017, je me prends oui. Ça fait des belles aventures. Au niveau de on est là, on n'est pas là. Alors il y a deux choses auxquelles il faut
pensé. C'est la première, la voiture était neuve quand même. Hein. On est arrivé avec une voiture complètement neuve. Et que sur une première année, c'est toujours compliqué. On était un peu en délicatesse avec les pneus. C'est pas du tout une critique envers Michelin, hein, mais qu'il a fallu changer. C'est une voiture complètement neuve avec un manufacturier de pneus complètement neuf, une relation à construire et le facteur pneu est extrêmement important et il n'était pas optimisé la première année et du coup c'est pour ça que ça fait un petit peu les dents de scie. Et même l'année d'avant avec Dunlop, le Dunlop marchait très bien quand il faisait chaud. Quand il faisait moins chaud ou qu'il pleuvait, ça marchait beaucoup moins bien que la voiture. C'est pour ça que si tu regardes les dents de scie et que tu les compares à la météo, tu verras que finalement c'est assez similaire. D'accord. Et finalement, quand tu vois, après un an de développement de la voiture, où il n'y a pas forcément de pièces neuves dessus, mais on apprend la voiture, on apprend les pneus. Là, on a la dernière génération de Michelin qui fonctionne beaucoup mieux avec notre voiture. Et ben les résultats s'améliorent. Aussi, il ne faut pas oublier qu'en WEC, en GTE Pro, en une fraction de seconde, on passe de 0 à 0. Il ne faut pas oublier que sur la dernière course, Niki Team, elle a gagné. Enfin, on refait le monde avec des CLME, mais ils étaient quand même bien partis, ils avaient une forte avance. La crevaison, le niveau est tellement élevé. Quand on regarde les écarts en fin de course, c'est des écarts en secondes. En secondes, un arrêt au stand qui se passe mal, et enfin on en a beaucoup, c'est des arrêts compliqués, on a un nombre de staff limité sur les arrêts. Un arrêt au stand qui se passe un peu mal, c'est fini. Le niveau est tellement élevé que le moindre détail qui ne se passe pas bien et c'est fini. Tout le monde a ses petits ennuis à un moment ou à un autre, mais là on est en tête du GTO Pro, à la fois constructeur et pilote, les deux. Donc que demander de plus? Maintenant attention, et comme toujours, il faut être très humble. On a des concurrents qui ont les dents tirées le parquet, qui sont des gens extrêmement compétents. Donc, on continue à pousser. Tout est dans le détail. Hein. Oui, le nombre de gens qui me disent que au Mans, maintenant, ce qu'ils préfèrent, c'est le GTE Pro. Force est de constater quand même que le LMP1 est en crise depuis quelques années. Enfin, là, je crois que je suis pas méchant en le disant. Toyota a gagné, tout le monde était content, et puis il y avait une attente à ce niveau-là, mais maintenant que c'est fait, bon, on a l'impression que ça ronronne un peu. Le LMP2, la compétition est fabuleuse, mais peut-être que parfois on se perd un petit peu avec toutes ces marques, enfin toutes ces équipes privées qu'on n'identifie pas bien. Le GTE Pro rassemble finalement les bons critères, à savoir une identification de marques mondialement connues et un petit contingent, mais qui est pratiquement au niveau égal pour tout le monde, quoi. Et personne ne peut savoir qui va gagner. J'espère, je pense que le LMDH va adresser ça. Les voitures sont très individuelles, donc c'est très facile de les reconnaître. Ah, c'est telle marque. Bon, maintenant pour le public, un spectateur lambda qui ne connaît pas forcément très bien, enlever les autocollants, aller faire la différence entre une Oreca, une Toyota LMP1, une Ginetta, c'est difficile. Et c'est là où c'est assez intéressant quand on regarde l'IMSA, c'est que les DPI ont des looks. Mazda, on voit tout de suite. Oui, c'est ça. Et au moins, visuellement, on peut les différencier de manière plus facile. Donc c'est vrai que le GTE était un très beau, un beau succès, même avec une année un peu moindre. Attention quand même, les gens râlent en disant oui, le GTE. Bon, on est dans une année extrêmement difficile. On a quand même 3 constructeurs, et pas des moindres. Porsche, Ferrari, Aston Martin. Ça fait plutôt une belle affiche. Au moment où d'autres constructeurs se retirent, d'autres vont peut-être venir, etc. Donc, moi, je trouve malgré tout que le règlement n'est certes peut-être pas parfait, mais quand au creux de la vague, on a quand même 3 constructeurs qui sont là, moi, je trouve que c'est quand même plutôt assez beau. On peut te poser la question piège sur l'hypercar Aston Martin? Oui. Il y aura pas. On verra. Ouais. Il est normal que quand il y a un changement de réglementation assez important sur la même catégorie, on va dire. Alors le LMDH et je m'entends, le LMDH et l'hypercar sont des catégories différentes, mais elles vont se battre l'une contre l'autre. C'est ça. Oui. Il est normal de faire une pause et de dire attendez les gars, maintenant il y a avant il y avait la porte A uniquement, on y va. Maintenant il y a la porte B. La porte B est
nettement moins cher que la Porte A, on va peut-être y réfléchir. C'est assez normal. À nouveau, j'ai vu les critiques que c'était à cause de l'effet. Non. Il faut comparer les coûts. 2, il faut rester en vie. Parce que toutes ces choses-là sont du marketing, j'entends, c'est du marketing. Ah oui, c'est du marketing, c'est là pour vendre des voitures. Donc il faut avoir la base qui soit saine avec des voitures de route qui se vendent, parce que ça sert à quoi de faire du marketing si on n'a pas de voiture de route à vendre. Donc ça, c'était la première chose. Évidemment, si on peut gagner Le Mans pour la moitié du coût, pourquoi pas. 3, avant de critiquer, Aston a été, je pense, l'un des seuls constructeurs peut-être avec Porsche et Ferrari, je me trompe peut-être, à nouveau tu sauras ça mieux que moi, on était là chaque année depuis 15 ans. Là vous êtes un peu en mode réflexion et attente de décisions importantes, quoi. Exactement. Et plus voyons comment tout évolue. Alors, on t'a découvert il y a quelques mois seulement, en mode vraiment team manager, sur le terrain, sur le muret des stands, dans le box, par rapport à cette équipe, donc D-Station, D apostrophe et puis un petit peu plus loin apostrophe Station, engagée en Asian Le Mans Series et en Super GT. Alors, comment ça se fait que tu te retrouves là vraiment sur le terrain ? C'était un concours de circonstances et une belle amitié. Alors, en fait, D-Station, on a bataillé dur pour qu'ils deviennent clients il y a maintenant 1 an et demi. Pour la saison 2019, qui était leur première saison l'an dernier. Et le courant est bien passé, même si les négociations étaient rudes, attention, mais tout ça a été très simple. Et en fait, D-Station a demandé à ce que je devienne leur responsable de compte, c'est-à-dire, d'habitude, moi, je vends les voitures, et une fois qu'elles sont vendues, j'ai des responsables de compte qui s'occupent de gérer les clients pour moi. Là, ils ont demandé à ce que ça soit moi. Étant donné que j'allais pousser à moyen terme pour l'Asie, parce que je travaille par zone commercialement, c'est la façon dont j'attaque le marché, ça se présentait plutôt bien, donc Aston Martin a accepté, moi aussi j'ai accepté avec joie, et le courant est très très bien passé, avec évidemment des gros challenges, c'est une série de courses qui est très différente sur le Super GT, donc j'ai été leur responsable de compte, c'est-à-dire l'interface Aston Martin Racing pour cette équipe depuis maintenant 1 an et demi, quelque chose comme ça. Mais disons, tu peux être fier que les Japonais te veulent, entre guillemets. Oui, absolument. Et en fait, il a fallu, avec la nouvelle voiture qui est arrivée au Super GT, c'était compliqué au début. Il a fallu faire un travail ordonné et s'attaquer problème après problème en disant où est la performance et faire étape par étape. Et je pense qu'ils ont apprécié cette approche. Et je pense que c'était l'été dernier à peu près où ils m'ont dit écoute, on voudrait faire la Le Mans Series, c'est compliqué pour nous de le faire sans un team manager extérieur, notamment déjà pour un problème de langue, pour un problème de réglementation, etc. Est-ce que tu pourrais nous aider? Est-ce que tu pourrais devenir team manager pour nous sur ces épreuves d'endurance et ces épreuves un peu plus entre guillemets européennes? Moins japonaise. Donc Aston Martin a dit oui, parce qu'il ne faut pas oublier que je suis un employé d'Aston Martin Racing, donc ils ont eu la gentillesse de dire oui, et j'ai été détaché donc pour l'Asian Le Mans Series, et il y aura peut-être d'autres courses, alors ce sera intéressant de voir s'il y a peut-être Le Mans cette année, s'il y a d'autres désistements. On est maintenant 5e réserviste. Oui, c'est ça, vous êtes toujours en réserve. Alors c'était l'espoir, j'imagine, de faire partie du Mans. Bon, vous n'étiez pas sur la première sélection, vous êtes toujours, pas tout près non plus, mais enfin toujours réserviste. Ça te semble normal que vous ayez cette position, si j'ose dire, ou tu étais un peu déçu à la base? Évidemment, j'étais déçu. Maintenant, les décisions de la CO, c'est extrêmement difficile. Étant chez Aston Martin, évidemment, j'étais très déçu en voyant le nombre de voitures, où est-ce qu'on était. Bon, maintenant, on est là, c'est comme ça. Je pensais qu'il y avait zéro chance, en étant 10e réserviste. Pour moi, c'était plié, c'était mort. Bon, la pandémie qui est arrivée, il y a déjà 4 voitures pro, plus la voiture de la SRT 41 qui est sortie. Ça fait déjà 5 voitures, donc on n'est plus 10e réserviste, on est 5e réserviste. Rien n'est impossible. On
le verra. Maintenant, il faudra aussi voir si on sera capable de venir. Pour le moment, c'est oui. Il y a une grosse volonté de notre part, de la part de D-Station, là je parle autant de D-Station. Maintenant, il faudra faire comme diraient les Anglais, devil is in the detail. Comment est-ce qu'on fait venir les pilotes? Combien de temps en avance? Est-ce qu'il faut les tester? Quelles vont être les règles de visa? Il y aura tout un tas de problèmes à régler. On verra bien. Mais alors dis donc, moi je commentais l'Asian Le Mans Series il y a deux exercices, on va dire ça comme ça. Et en GT, c'était l'équipe de Hong Kong, si je ne m'abuse, Khargai, là, qui écrasait tout le monde et qui gagnait à chaque fois, avec effectivement un renfort comme James Calado. C'est vrai que ça pouvait faire la différence. Et alors donc, je constate bien que vous avez gagné à Shanghai l'année dernière pour la première course Asian Le Mans Series. Boum! Tout de suite, ça a été très fort. Ça a été très fort. Effectivement, on a gagné la première. La deuxième, qui était en Australie, un circuit compliqué, on a bien limité la casse parce qu'on s'est fait rentrer dedans au moment où la Dallara prenait un tour. Ils se sont fait pénaliser c'est comme ça. La voiture était extrêmement endommagée, mais on finit la course. Au Chinois, en plus, le pilote bronze a dû repartir avec une voiture vraiment amochée, le volant de travers, et ils l'ont emmené jusqu'à la fin de la course. C'était vraiment une très belle performance, étant donné les conditions de faire ça. La troisième course, là on s'en veut beaucoup, mais il y a eu une petite erreur d'un mécano, ce qui a fait que ça a cassé l'arbre de transmission. Donc ça, c'était un DNF 0 points. Et la dernière DNF 0 points, là c'était un accident avec une LMP2. Donc on fait une victoire, une petite erreur, mais que j'ai toujours pas digérée parce que faut être très exigeant, mais on y travaille. Et puis les accidents qui sont un peu l'effet de course, on ne peut pas y faire grand chose, c'est comme ça. Buriram, c'est vraiment un tout petit circuit, c'était pas évident, c'était deux pilotes différents d'ailleurs voilà, mais en tout cas j'ai toujours ma coupe, enfin pas ma coupe mais mon trophée qui est là, ça fait plaisir. Et puis on espère pouvoir revenir à la fois pour le WEC Spa, pour le Mans en eux-mêmes. Le WEC, on verra comment ça se passe, et puis pourquoi pas pour d'autres courses à nouveau plus type européenne sur lesquelles je travaille. D'accord. Mais alors, j'ai moins suivi l'engagement de D-Station en Super GT. C'est un engagement régulier, permanent, ou c'était juste alors ça fait quelques années qu'ils sont là. Avant, ils étaient clients Porsche. Maintenant, depuis l'an dernier, ils étaient clients Aston Martin. On a eu une saison très difficile, soyons clairs. Mais pour des raisons un peu différentes. La première moitié de saison, on a eu beaucoup de mal parce que juste on n'arrivait pas à faire marcher la voiture. Et il y a eu vraiment un pivot, mais ça c'est sur ce qu'on a fait au niveau des réglages. On a découvert tout un tas de choses qui était Buriram, qui était la course de mi-saison en juillet, où là on a trouvé de la performance. On a loupé la pole, étant gêné, on a loupé la pole d'un dixième, je pense. On s'est qualifié P2 à Buriram. La course n'est pas bien passée, il y a eu un incident, une crevaison, mais peu importe, la perfo était là. Et ensuite, la deuxième partie de saison était compliquée, avec vraiment, j'étais pas team manager, mais là franchement, je peux pas leur en vouloir, quand on s'est retrouvé à Autopolis, je pense, où le circuit est détrempé d'un côté, il est sec de l'autre. Mais quand je dis sec, c'était sec de chez sec, mais détrempé de l'autre côté, on met quoi quand ils sont partis pour les slicks, ils se sont plantés. C'est tellement on a une fraction de seconde pour réagir, on fait un pari, ça va d'un côté, ça va de l'autre, et il n'y a vraiment pas eu de chance là-dessus. Je peux pas trop leur en vouloir. En plus, il faut pas oublier, alors ça change cette année, que les règles de voiture de sécurité au Japon sont vraiment étranges. Donc la voiture de sécurité sort, on ferme les stands, toutes les voitures s'alignent derrière, et ensuite en Super GT, il y a quelque chose de tout à fait spécifique où la course s'arrête. Ils mettent les GT300 d'un côté, ils alignent les GT300 d'un côté sur la grille, ils alignent les GT500 de l'autre côté sur la grille, ils font partir les GT500 et après ils font partir les GT300. Et du coup, du coup, si dans la séquence d'arrêt au stand, on se retrouve devant le leader au moment où ça s'arrête, parfait, on a le droit de revenir, on a le droit
d'enlever son tour, donc on gagne un tour. En revanche, si on se retrouve pour une raison ou pour une autre, on sait, par exemple, on va dire, on s'est arrêté juste avant la voiture de sécurité, qu'on se retrouve juste derrière le leader, on est coincé là. Donc c'est des règles un peu spécifiques qui font que ces règles vont changer cette année d'ailleurs, pour 2020. Et puis pour nous, le gros changement aussi, c'est qu'on était sur des pneus clients Yokohama face à des pneus confidentiels, parce que c'est la guerre des pneus au Japon en Super GT. Donc face à des pneus confidentiels, nous on était en pneus clients Yokohama, et la bonne année, c'est cette année, on passe en pneus confidentiels Michelin. Ah dis donc, mais c'est passionnant tout ce que tu nous racontes, et je voudrais pas te retenir trop longtemps, Ben. J'avais encore éventuellement une autre question, je profite vraiment. Alors le DTM, un petit mot si tu veux bien. Pour moi c'est peut-être mort, allons-y franco en disant ça. Mais on sait aussi que le programme Aston Martin s'est arrêté un petit peu rapidement. Mais là, on a vraiment le sentiment que c'est pas de votre faute du tout, qu'en tout cas Aston Martin n'est pas vraiment responsable, que c'est vraiment le DTM qui a du mal à s'organiser, et puis avec évidemment la défection de deux noms majeurs comme Mercedes ou Audi, c'est sûr que ça met tout le monde dans la panade. Quel est ton regard sur cette situation en DTM et par rapport à l'ex-engagement, si j'ose dire, ou présence Aston Martin? Alors, il y a deux choses très importantes. La première, c'était que c'était pas un engagement Aston Martin. Oui. C'était un engagement Air Motorsport. Donc ça, attention, c'est assez différent. C'est un programme qui a été fait par Air Motorsport directement. Oui. Le DTM, c'est très compliqué. C'est des budgets extrêmement élevés. C'est-à-dire qu'on n'est pas loin des prix des LMP1. En même temps, pour une audience assez limitée, qui est l'audience Allemagne, parce que finalement, il y a un peu de spectateurs hors Allemagne, mais pas tant que ça. Pour moi, c'est peut-être le cas de voitures. Alors autant, on pourrait dire c'est la même chose en Super GT, certes. En revanche, il y a beaucoup plus une tradition. Faut pas oublier qu'il y a 150 000 spectateurs par course, et depuis des années. Il y a vraiment une tradition extraordinaire au Japon, du public, des fans incroyables. C'est un peu plus compliqué en Allemagne. Peut-être une série qui est devenue un peu trop technologique, un peu trop coûteuse pour ce qu'elle offrait en termes de retour. Ce sera à eux de se réinventer. Est-ce que ça passera par une pause l'an prochain où ils vont réfléchir à la chose pour essayer de repartir? Est-ce que ce sera une pause pendant plus longuement? Est-ce que c'est complètement fini? C'est comme ça. De toute façon, quand on se retourne un petit peu, moi j'aime bien temps m'arrêter et regarder un peu les livres d'histoire. Bon, il y avait des GTP, il y avait du GT1, il y a eu tout un tas de catégories, il y avait des groupes C. Elles sont parties, elles sont venues. C'est le jeu, c'est comme ça. Pour moi, il faut l'accepter et le voir comme du positif. Ça veut dire qu'il y aura quelque chose d'autre, neuf et plus adapté qui devrait renaître à la place. C'est comme ça. Ok Ben, allez, dernière question et puis je vais te libérer. La période actuelle, pour revenir et en même temps conclure là-dessus, me donne le sentiment qu'évidemment, pour reprendre une phrase un peu convenue, plus rien ne sera comme avant, ou en tout cas, il va y avoir beaucoup d'études et de situations qui vont devenir particulières. J'ai un peu, moi, le sentiment à mon niveau que le sport automobile n'échappera pas à une crise, mais a les moyens sans doute de continuer ou de se réinventer avec peut-être un petit peu plus de raison à tous les niveaux, financière ou réglementation sportive. Est-ce que vous, chez Aston Martin, vous avez déjà un regard sur l'après Covid-19, l'après coronavirus, l'après 2020? La première chose, la chose un peu facile, c'est de dire, qu'est-ce qui s'est passé la dernière, c'est-à-dire en 2008? Les gens se sont pas arrêtés de rouler. Par contre, ils ont roulé moins cher, ils ont roulé plus limité. Donc ça, c'est la première zone de travail. L'autre chose aussi, c'est qu'il y aura, c'est sûr, un certain nombre de faillites, de promoteurs, peut-être de constructeurs, et que il y aura moins de revenus. Donc, il va falloir apprendre à être assez efficace et à travailler de manière maigre, comme disent les Britanniques, c'est-à-dire lean, c'est-à-dire en dépensant le moins d'argent possible. Ça, je pense qu'on peut y arriver. De toute façon, il était clair que le sport auto, avant même ça, devait évoluer.
Je pense que ça, c'est un catalyseur. Je pense pas que c'était la source. Je pense que de toute façon, le changement serait arrivé d'une manière ou d'une autre. Hein. Donc ça, c'est clair. Maintenant, comme je te le disais, c'est à celui qui réagira le plus vite. Parce que quand on a en face de soi une situation qui est claire, bon, on peut réagir. Là, le problème, c'est que ça change tous les jours. C'est ça, là, vraiment la difficulté. C'est pour ça que je dis que, à mes yeux, il faudra être celui qui est capable de réagir le plus vite, de ne pas être trop lourd dans sa prise de décision, parce que la bonne décision aujourd'hui peut être la mauvaise décision demain. Donc ça, c'est vraiment important, et qu'à nouveau, tout le monde voit le sport auto de manière globale. Le sport auto, c'est du détail. C'est que la voiture fonctionne bien, que la pièce arrive à temps, que la balance de performance soit correcte. Et c'est une foultitude, les gens voient ça comme des grandes discussions. Non, c'est une armée de fourmis qui ont des centaines de petites tâches chacune. Et c'est dans ce détail qu'il faut aller. Derrière, en revanche, je pense, et c'est pas une critique aussi, que les promoteurs, ça va être intéressant de voir comment réagissent. Je pense qu'on a beaucoup à prendre des États-Unis. L'avantage, je couvre le monde. Aux États-Unis, les événements sont beaucoup plus, les courses sont beaucoup plus des événements, avec des restaurants, des parcs à jouer, beaucoup plus de public, des magasins itinérants. Là, je pense qu'en Europe, dans notre vieille Europe, on a beaucoup à prendre, et à se dire pourquoi pas faire des systèmes où le festival de je ne sais quoi, ou la brocante de je ne sais quoi, travaille avec le sport auto. Là, je pense qu'on aura beaucoup de choses à faire. Et à nouveau, attention, hein, je ne critique pas les promoteurs. J'ai été chez SRO, je sais à quel point c'est difficile. Parce qu'on se retrouve sans clients, sans trop de spectateurs, comment on en fait venir plus. La tâche est extrêmement compliquée. On peut le voir comme de deux manières, en disant c'est catastrophique, ça va faire très mal. Oui, peut-être. Ou on peut le dire en disant c'est l'opportunité de faire la différence, d'être le plus intelligent, d'être le plus agile, et de le voir comme une opportunité. Moi, j'aime bien, je préfère le regarder de cet angle-là, en disant comment est-ce qu'on profite de ça, et comment est-ce qu'on en profite pour grandir et pour devenir meilleur. C'est très compliqué de casser des très gros groupes, de s'attaquer à des mastodontes comme Porsche, comme Mercedes. Là, c'est mon opportunité. Donc on va y aller, et je vais tout faire pour leur rendre la vie très difficile. Je dis ça en tant que compétiteur tout à fait respectueux. J'ai beaucoup de respect pour ces gens-là. Je pense qu'ils en ont au moins un peu pour nous. Mais c'est l'occasion de se battre, et pour moi, ça ouvre un nombre d'opportunités. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Ben Bourder était notre invité dans l'Afterlap. Écoute, je suis honoré, Ben, que tu nous aies accordé autant de temps et que tu nous aies bien parlé, franchement. Alors, ton parcours, formidable. Et puis, ton regard sur le sport auto actuel. Non, c'était intéressant, hein, franchement. Merci, Ben, vraiment. Eh bien, il n'y a pas de quoi. À très bientôt sur les circuits. Allez, porte-toi bien. Salut.